Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. Bonjour, c'est la vie. C'était programmé, le Paris Saint-Germain est donc officiellement champion de France de première division depuis hier soir. Et sa victoire, 1-0 face à Toulouse. Il y a eu la fête au Parc des Princes où 35 000 spectateurs étaient venus saluer le deuxième titre de champion du club, 8 ans après le succès de Luis Fernandez et des siens. C'est donc le Paris Saint-Germain qui représentera, Frédéric Jaillant, la France en Ligue des Champions la saison prochaine. Et cela, Thierry, nous promet de belles soirées, comme celle de mercredi dernier d'ailleurs, où Barcelone et Milan ont confirmé leur supériorité. Et Barcelone aux dépens de Porto et Milan, malheureusement, aux dépens de Monaco. 3-0, c'est net, c'est sans bavure. Hervé Matou et Christian Jean-Pierre nous rappellent tout cela. On dit que les tifosi milanais préfèrent le championnat, c'est vrai, pourtant mercredi ils étaient 80 000. La preuve que Milan, qui n'a plus gagné de Coupe d'Europe depuis 90, a encore soif de succès continentaux. Malgré cette ambiance explosive, les Monégasques commencent bien. Premier ballon dangereux pour Djorkaeff, qui arrive un poil trop tard face à Rossi. Mais Milan va refroidir rapidement l'enthousiasme monégasque. Une première alerte signée Savicevic, puis un corner. De Sailly arrive comme une fusée et propulse le ballon dans les filets de Jean-Luc Ettori. On joue depuis 13 minutes. Premier but en Coupe d'Europe sous le maillot de Milan pour Marcel De Sailly, dont la détente verticale est vraiment impressionnante. Les espoirs monégasques en ont déjà pris un coup. Monaco ne peut plus désormais emmener le Milan sur son propre terrain de la défense à outrance. Il faut attaquer et ce n'est pas facile, notamment pour Jürgen Klinsmann. Klinsmann taclé sévèrement par Costa Curta, qui va recevoir un premier carton jaune. L'Allemand de Monaco menace le défenseur italien, mais 10 minutes plus tard, c'est avec une main qui traîne que Costa Curta a séché Klinsmann. Carton rouge, le défenseur ne jouera pas quoi qu'il arrive la finale. Autre absent certain pour le rendez-vous d'Athènes, le capitaine Franco Baresi, qui va lui aussi écouper d'un carton jaune, synonyme de suspension, pour cette faute sur Djorkaeff. D'une limpidité exceptionnelle, les Milanais vont pouvoir jouer en contre comme ils aiment le faire. Les actions monégasques sont à la baisse. On était sûr quand on est rentré au deuxième mi-temps de faire quelque chose de positif. Et après cette coup franc d'Albertini, c'était fini. En dame de Jean-Luc Ettori. Le problème, c'est qu'on a voulu jouer peut-être avec des armes qu'on n'avait peut-être pas ce soir. Donc il aurait fallu avoir peut-être plus d'abnégation, refuser le jeu comme l'ont fait les Milanais. À partir de là, on avait une petite chance. Vous voulez dire par là que Monaco était trop offensif ce soir? Ouais, moi je crois qu'on a eu trop souvent le ballon, on a été trop souvent dans le camp milanais. Et à chaque fois, sur 3 ballons, ils marquent quasiment 3 buts. Quoi. On savait que c'était une équipe qui sautait beaucoup de milieu et ils ont sauté le milieu, ils ont gagné. Vous comparez l'effectif du Milan et le nôtre, je ne pense pas qu'il y ait qu'une différence de mental entre les deux équipes. Effectivement, la différence était ailleurs. Monaco est tout simplement tombé sur un géant qui a de plus fourni l'une de ses meilleures rencontres à domicile cette saison. Que faire pour battre Barcelone au Nou Camp? Une seule solution, selon Robson, l'entraîneur du FC Porto, l'offensive. Mais regardez l'accélération, le coup de rein de Stoichkov, parti dans le dos d'Aloisio. Le tour est joué, désormais le stopper portugais a 1 mètre de retard. Il ne le rattrapera jamais. Stoichkov fait la course en tête et garde toute sa lucidité pour faire le geste simple au bon moment. La tribune présidentielle du Barça est complètement délirante. Retour sur le jeu sans ballon de Monsieur Stoichkov. Il a déjà tout compris au départ. Un coup d'œil pour voir s'il n'est pas signalé hors jeu. Un faux appel de balle au premier poteau. Aloisio est dans le vent. Stoichkov s'arrête net. Hop, il est libéré du marquage. Désormais, il n'a plus qu'à mettre le pied.
Et de son empreinte, cette demi-finale, le public debout en fin de match a chanté l'hymne catalan durant 3 bonnes minutes. Le Barça voulait se qualifier pour la finale, l'objectif est atteint. Koeman a bien eu la peau de Porto. Finale, Milan AC, Football Club de Barcelone, extraordinaire finale, 18 mai à Athènes. 2 équipes de Milan en finale, puisqu'en finale UEFA, il y a également l'Inter qui a gagné la première manche mardi à Vienne face au Casino Salzbourg 1-0. Et puis 3 clubs italiens en finale, puisqu'il faut ajouter Parme qui jouera mercredi soir à Copenhague face à Arsenal, finale de la Coupe des Coupes. Oui, une équipe d'Arsenal très diminuée avec de nombreux blessés et suspendus. On reste dans le foot international avec une histoire tout à fait extraordinaire qui s'est déroulée il y a 8 jours au stade olympique de Munich. Quelque chose de tout à fait incroyable, voyez plutôt. Mais monsieur l'arbitre, la balle n'est pas rentrée à gauche du poteau lorsqu'on lui fait face. C'est indiscutable, mais le but est validé. Sur la touche, personne n'en croit ses yeux. Kopke a fait un arrêt miracle, Bayern et M. Beckenbauer préfèrent en rigoler. Toujours est-il que ça fait 1-0. Alors là, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses lorsque Elmer, cette fois-ci, marque un but tout à fait valable, celui-là. C'était lui qui avait marqué le faux but du début du match. 2-0 et puis bientôt 2-1 grâce à un but réussi par Suter à 10 minutes de la fin. Pas content après son équipe Franz Beckenbauer qui mène toujours 2-1 mais bientôt 2-2 puisqu'il y a pénalty pour Nuremberg. Et non, ce pénalty est raté par Schwabel. Score final 2-1, mais le match sera rejoué car la télévision a prouvé qu'il n'y avait pas but. Alors, ça forcera le Bayern, ce match sera rejoué le 3 mai, ça forcera le Bayern à jouer cette semaine 3 matchs, celui de ce dimanche où ils ont fait match nul, ils sont donc 2e du classement à l'heure actuelle, Kaiserslautern a 1 point d'avance, ce match est rejoué et le dernier match samedi prochain. Ce qui nous amène à la question Minitel. Oui Thierry, quand la télévision donne la preuve d'une erreur d'arbitrage et que cette erreur a faussé le résultat d'un match comme en Allemagne, pensez-vous que le match doit être rejoué? C'est la question Minitel, TF1 RTL du jour, 36 15 code TF1 ou le téléphone 36 65 75 76, vous avez 1 heure. Voilà, et nous on laisse passer tout de suite une première page de pub. Depuis hier, c'est officiellement la joie au sein du Paris Saint-Germain. Pour la 2e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain est champion de France de première division. Par ailleurs, demi-finaliste de la Coupe d'Europe pour la 2e année consécutive. 35 000 spectateurs étaient au parc pour faire la fête. Une fête qui a duré toute la nuit dans Paris et dans sa banlieue. Mais pour en arriver là, il y avait eu une journée mardi. C'est ce que nous rappelle le couple de l'année, Philippe Huy, Marianne Macot. OM Lyon, première au stade Vélodrome depuis l'annonce des sanctions condamnant les Marseillais à la relégation. Dans les tribunes, ambiance calme et sur la pelouse, Bernard Tapie souriant et toujours confiant. Normal après 7 minutes, ouverture de Stojkovic, contrôle acrobatique d'Anderson. Le Brésilien évite la sortie d'Olmeta et glisse le ballon au fond des filets lyonnais. 1-0 pour l'OM et 13e but d'Anderson qui joue au vengeur masqué. En deuxième période, les coéquipiers de Didier Deschamps dégainent encore plus rapidement. Moins de 2 minutes après la reprise, c'est Stojkovic qui marque 2-0. La cause est entendue. Marseille ne baisse pas les bras. Quant à Olmeta, lui, il garde le sourire, il crée l'ambiance et il n'oublie pas qu'il a passé sur ce terrain et avec ses supporters quelques-unes des meilleures années de sa carrière. À l'arrivée, Pascal s'incline une 3e fois suite à ce pénalty d'Anderson. 3-0 donc pour l'OM qui s'assure une place d'Européen pour la saison prochaine. Le PSG se déplaçait au Havre sans Ricardo et Colletter suspendus. Cela permet à Cobos de jouer. Dès la 13e minute, Aubame le Havrais touche la balle, coup franc contre lui. Le Gouin ajuste sa frappe, imparable pour Pifto. D'autant plus que la trajectoire est déviée au passage par le mur du Havre. 1-0 pour le Paris Saint-Germain.
65e minute, Rai déborde et centre pour Ginola. Son tir vaut bien la parade de Fabien Pifto. Corner, Valdo s'en charge. Salsa brésilienne puisque Rai inscrit le 6e but de sa saison. 2-0 pour Paris et 27e match sans défaite. Le Havre stagne lui près des relégables. Bordeaux-Auxerre, duel d'Européens qui ont l'ambition de l'être encore la saison prochaine. Ouverture du score pour les Girondins après une petite demi-heure de jeu suite à cette superbe frappe de Jean-Luc Degon. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, les joueurs de Roland Courbis vont marquer un second but tout aussi remarquable que le premier. Et cette fois, il est signé Bixente Lizarazu. Et du droit, s'il vous plaît. 2-0 pour Bordeaux et 8e but de Lizarazu depuis le début du championnat. Nantes a pris Lens très au sérieux en se mettant au vert avant d'accueillir les vainqueurs du PSG en Coupe de France. Et ils ont eu raison puisque Slater profite d'une erreur de Naïbet, il glisse à Roger Boli et celui-ci inscrit tranquillement son 17e but en championnat et Lens vise toujours une place européenne. 20e minute, Loco pour Nantes s'infiltre dans la surface. Il ne passe pas Arsène et Adjevi Boko. L'arbitre ordonne un pénalty pour Nantes. Nicolas Wedek se prépare en finesse, un partout. Il rejoint Yuri Djorkaeff en tête du classement des buteurs avec 19 buts. Domination de Nantes en deuxième période, à 3 minutes de la fin. Le disait centre pour Endoram et victoire de Nantes 2-1. Lille-Metz, ou une manière comme une autre d'expédier les affaires courantes. Cela profite à Jean-Philippe Séché, 1-0 pour Metz. L'attaquant lorrain va réussir la passe de 2 en moins de 10 minutes, toujours grâce à une superbe frappe, cette fois juste sous la transversale. 2-0 à la mi-temps. Les Lillois passent à côté de la rencontre. Fabien Leclerc même marque contre son camp. 3-0 pour Metz. L'addition est lourde et Séché, lui, est euphorique. Il va porter le score à 4-0. But et mise au point de Jean-Philippe Séché. Il y a un mois, je crois que j'étais bon à jeter à la poubelle et puis là, d'un seul coup, ça y est, je refais surface. Tout le monde me porte un peu en triomphe. Et je crois que c'est le football avec son lot d'hypocrisie. Avec 5 titulaires stéphanois suspendus, Jacques Santini comptait sur Camara pour jouer en pointe et guetter les contres. Bien senti, 19e minute, Delpech balance de la tête sur l'attaque. Camara ouvre le score pour Saint-Etienne dans la logique du déroulement de la première période. Martigues montre un autre visage en rentrant des vestiaires. L'opiniâtreté paye à la 53e minute. Colo réussit à devancer Robin Huck. Martigues égalise et rapporte un point de Saint-Etienne. Toulouse-Sochaux, premier but toulousain sur pénalty, marqué par Castenduch. Les joueurs de Jean-Luc Ruti ont retrouvé l'espoir de rester en première division. Deuxième but signé Pavon avec un petit peu de réussite. Sochaux réduit l'écart grâce à ce coup franc de Caveglia, 2-1 à la mi-temps. En deuxième période, Alain Caveglia réussit le doublé et remet les deux équipes à égalité, 2-2. Heureusement pour Toulouse, à 2 minutes de la fin du match, Pavon marque le but de la victoire, 3-2. Le maintien est encore possible. Jean-Luc Ruti y croit toujours. Ce qui est important, c'est que sur ces 3 derniers matchs, les joueurs vont continuer à œuvrer pour quelque chose qui apparaissait impossible il y a encore une semaine. Strasbourg attend 27 minutes avant de s'exprimer pleinement. Corner de Hughes, dégagement de Galtier et premier but de Rémi Garde cette saison. Joueur talentueux mais peu épargné par les blessures cette année. Peu avant la mi-temps, Monsieur Harel expulse le défenseur Angevin Rabouan. Et en deuxième période, on applaudit Masson pour cette aile de pigeon. Il récupère en plus cette balle et peut lancer Lagrange. Une tentative. Puis la seconde passe sous le ventre de Sanson. Égalisation 1 partout. 5 minutes plus tard, Roth jauge bien le placement de Regis dans la surface. Juste sur la tête, Strasbourg reprend l'avantage. Angers à 10 semble à la merci des Alsaciens. Eh bien pas du tout. El Adaoui transmet à Dory. Belle reprise sans hésiter. 2-2. Bon retour d'Angers. On a vu seulement 8 rencontres, Pascal. Oui, nous n'avons pas vu Montpellier-Caen 0-0, nous n'avons pas vu Monaco-Cannes, puisque Monaco avait gagné vendredi un match avancé de cette journée 2-0 face à Cannes.
Et on en vient à la journée d'hier, 36e, Thierry, c'est ça. Et 3 jours après Milan, Monaco se déplaçait au Havre. Monaco et son gardien Jean-Luc Ettori qui jouait là-bas le 600e match de sa carrière en première division. Superbe record, carrière commencée en décembre 75. Mais d'abord, Jean-Luc Ettori parle à Bernard Ronneau du dernier match important qu'il ait joué mercredi à Milan. C'était un match important pour moi. J'arrive à un âge où on doit justement dans ce genre de match se montrer décisif. Ça n'a pas été vraiment le cas, donc... C'est vrai que les gens qui m'emploient vont peut-être se poser des questions. On a beau avoir disputé 600 matchs en première division, c'est le record, on ne se refait pas. À 39 ans, Jean-Luc Ettori craint cette satanée retraite qu'il repousse chaque année du bout de ses chaussons. Il est inquiet, il s'interroge. Lui fera-t-on encore confiance la saison prochaine? Ou alors faudra-t-il s'habituer à ne plus voir ses images? Ettori et sa collection de briquets, Ettori et sa 2 chevaux, Ettori et ses chiens. Regard sur 15 ans de carrière. Je pense que beaucoup de gens ne pensaient pas du tout que Jean-Luc Ettori, avec son 1m74, puisse faire un jour 600 matchs. C'est une de mes fiertés. Bon, j'ai montré qu'avec un petit gabarit, on pouvait somme toute s'en sortir. Et quelle réussite! 60 matchs en Coupe d'Europe des clubs, mais beaucoup moins en équipe de France. C'est vrai que je n'ai pas apporté tout ce que j'aurais pu apporter à l'équipe de France en 1982. Bon, on peut avancer un tas d'explications, mais bon, ça ne servirait à rien. 12 ans plus tard, Ettori n'a toujours pas digéré qu'on lui ait fait porter le chapeau des défaites en Coupe du Monde. Ce qu'il souhaite au lendemain de son 600e match, c'est avoir valeur d'exemple. Servir d'exemple aux plus jeunes, c'est ce que je voudrais laisser. Maintenant, je dirais en étant plus égoïste, que mes enfants soient fiers de moi, ça me suffit. De la part des Havrais, je me doutais qu'ils allaient me réserver quelque chose. Ça a été fait, c'est sympa parce que bon, 600 quoi, il faut toujours le marquer par quelque chose, il en fait, c'est bien. Mais avec le plus grand plaisir. Car Marianne Mako, qui était hier soir au Havre, sa jolie voix a disparu. C'est les couples de l'année qui s'est perdu dans les brumes. Et il faisait beau pourtant hier, avec une première attaque menée par les Havrais qui ne donne rien, un match plutôt équilibré. Le Havre joue pour les points nécessaires à la montée en première division. Belle intervention de Pifto, coup franc, balle en cloche, remontée pour Niako par Klinsmann, mais ça passe là encore au-dessus du but de Pifto. Un autre coup franc, Djorkaeff pour pousser ce ballon, mais toujours Pifto. Pifto qui est un des meilleurs gardiens de but de notre division 1. À la mi-temps, le score est toujours nul, 0-0. Il faut pourtant que Monaco gagne si Monaco veut être européen la saison prochaine. Frappe de Klinsmann de peu à côté. Et le but du Havre, but formidable, hein, ah oui. Par Bertin. Bertin qui est une des belles frappes du football français. Là, ça passe au-dessus de la cage. C'était signé, m'a-t-il semblé, Delaunay. Mais le but ne va certainement pas tarder à venir. Voilà. Plein champ. Et oui, frappe du pied droit. Teddy Bertin. Il a marqué quelques buts décisifs pour le Havre cette saison, dont celui-là, qui va permettre à son équipe de l'emporter 1-0. Et pour Monaco, ça sera très dur. Voilà, salut Jean-Luc Ettori. Et du coup, le Havre a assuré son maintien en première division, alors que Monaco... Il y a eu beaucoup d'abnégation pour lutter contre pas mal de difficultés. Je pense que sur le plan humain, c'est une grosse saison. En luttant contre des blessures invraisemblables. Invraisemblables, des circonstances qui se sont cumulées, des difficultés toutes les semaines. Invraisemblable, irracontable, on n'est pas là pour pleurer, ce soir on est content. Le match de ce soir a montré les faiblesses qu'on a connues peut-être un peu dans l'ensemble de la saison, c'est-à-dire commis des erreurs au mauvais moment ou n'avoir pas su concrétiser les occasions quand on les avait. Donc, mais je dirais que c'est un peu un contexte spécial, on a été particulièrement malheureux ce soir. Votre Marianne était bien au Havre. Elle a posé une question. C'est passé un truc très étrange là aussi. Il n'y a pas eu qu'à Munich. Le Havre maintient la Coupe d'Europe pour Monaco, c'est fini. C'est difficile. Monaco ne peut plus viser qu'une 6e place. Il lui reste, c'est vrai, 2 matchs à domicile à disputer. Mais Monaco devra espérer une victoire en Coupe de France de clubs qui sont mieux classés que lui, clubs classés dans les premiers, c'est-à-dire Lens, Auxerre, Nantes, Montpellier ou l'Olympique de Marseille. Et on en vient, Thierry, au Paris Saint-Germain, au champion de France. Paris Saint-Germain, champion de France, donc c'est officiel depuis hier soir, on l'a dit et répété, ce fut une belle nuit parisienne, ce que va nous rappeler Christian Jean-Pierre.
35 000 personnes au parc pour assister au sacre du PSG. Sauf accident, le PSG est à 90 minutes du bonheur, à 90 minutes d'un titre qu'il poursuit depuis 1986. Un quart d'heure de jeu, un bon coup franc de Valdo inquiète Casanova. Le PSG domine, mais Toulouse est bien décidé à se battre jusqu'au bout. Nouvelle action avec Valdo. Valdo, Guérin. Guérin, frappe de Guérin de 30 mètres, sans grand danger tout de même pour le gardien toulousain. La domination du futur champion de France est stérile, 0-0 à la mi-temps. Roche en seconde période pour Guérin, puis Fournier. Fournier face à Debu et Pavon. Il choisit de frapper, bonne frappe du gauche au-dessus des buts de Casanova, dommage. Comme toujours, Paris est essentiellement dangereux sur les coups de pied arrêtés. Wea au premier poteau, non c'est au second, Ricardo finalement, Roche sur le poteau. Mais M. Harel avait signalé une faute de Ricardo sur Casanova. 2 minutes plus tard, nouveau corner et cette fois-ci Ricardo de la tête trompe Casanova. Cette fois c'est fait, Paris est champion grâce à Ricardo, tout un symbole. Michel Denisot debout dans la tribune présidentielle. Ce but marqué sur un corner de Valdo est en fait un grand classique du Paris Saint-Germain. Désormais, les Parisiens joueront l'esprit plus libre. David Ginola, remplacé par Calderaro, suivra la fin du match en compagnie de Michel Denisot. 21h50, c'est l'une des dernières attaques parisiennes. Valdo temporise, il attend un joueur. Voilà, c'est fait. Colter, frappe de Colter au ras du poteau début du TFC. C'était une balle de 2-0. 21h55, M. Harel siffle la fin du match. La délivrance pour le Parc des Princes. Ginola, Valdo, les deux artistes du parc salués par le public. Un public qui ne mettra pas longtemps à rejoindre les joueurs sur la pelouse. On est champion, même si on n'a pas été bon, c'est pas grave, on va faire la fête, c'est principal. Au parc, c'est le début d'une grande folie. Dans cette marée humaine, Michel Denisot, porté en triomphe, a conscience du chemin parcouru par son équipe depuis 3 ans. Il y a encore du boulot à faire, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais bon, je crois que quand on se souvient où était le PSG il y a 3 ans et où il est aujourd'hui, on peut être un petit peu fier. « 23h, les joueurs douchés au champagne ressortent ivres de bonheur, histoire de saluer une dernière fois leur public. Un public que Bernard Lama a hier soir retrouvé. Information pour toute la France, quoi. Le COP il est là, quoi. Le COP de Boulogne il est là à faire la fête avec nous. Alors qu'on sache que maintenant nous sommes champions et que ça sera très difficile de nous prendre ce titre. Paris est champion de France et tient à le rester. Désormais, cela devrait être plus facile. Alors on a entendu Bernard Lama, et Bernard Lama c'est un joueur auquel le Paris Saint-Germain doit forcément beaucoup car l'équipe de la capitale a et de très loin la meilleure défense du championnat, 20 buts encaissés seulement. Et Bernard Lama a accepté pour nous de faire un 1-2 effectué avec Hervé Matou. Bernard Lama, merci d'être avec nous pour ce 1-2. Les premières questions vous sont posées par des gardiens de but. Alors la question 1, Luc Borelli, votre doublure du PSG, ou bien la question 2, Fabien Barthez, le gardien de l'OM, la 1 ou la 2? La 2. Salut Bernard, d'après toi, quelles sont mes qualités et mes défauts? Et même chose en ce qui te concerne. Je crois que Fabien, tu as les défauts de tes qualités et les qualités de tes défauts. J'entends par là que tu es jeune, tu es fougueux, donc ça te donne un certain avantage par rapport à nous gardiens qui sommes un peu plus âgés, qui réfléchissent un peu plus. Ça te permet de tenter des choses, mais en même temps, ta jeunesse aussi est par moment, enfin, selon moi, quoi, un peu ton défaut, dans le sens où il y a des situations où tu manques de lucidité. Et moi, ce qui me concerne, mes défauts, je les garde pour moi, en fait. Et j'essaie de les corriger à l'entraînement. Deuxième série de questions, Bernard. Ce sont des supportrices qui vous interrogent. La question 1, c'est une supportrice avec une écharpe de l'OM. Et puis la question 2, c'est une supportrice sans écharpe, mais avec des lunettes. La 1 ou la 2? La 2. Alors oui, j'aurais bien aimé poser une question à Bernard Lama, mais je n'ai pas le plaisir de le connaître. Maintenant, s'il est libre demain à 16h, c'est volontiers. Bon, demain à 16h, ça sera difficile parce qu'on joue samedi, mais une autre fois peut-être. Votre femme est d'un caractère jaloux?
Ma femme est comme toutes les femmes, hein, elle veut son mari pour soi. En fait. Troisième série de questions, Bernard. Et là, ce sont vos proches. Alors, on va se prendre un petit coup de soleil. On va aller en Guyane avec la question 1 qui est posée par votre sœur, Catherine, ou bien la question 2 par votre mère. La 1 ou la 2 La 2. Alors, comme tu sais, la campagne électorale bat son plein par tout le pays, même chez nous. As-tu l'intention, quand tu reviendras, de prendre une part active à la politique de ton pays? Ouais, question délicate, mais ce qui est sûr, c'est que je vais retourner en Guyane. Donc je pense que je serai amené à prendre des responsabilités, même si elles ne sont pas politiques, quoi, de toutes les façons. Mais me connaissant, je sais que je serai amené à donner mon point de vue. Et même avant de rentrer en Guyane, en fait, il suffit d'attendre le bon moment, quoi. Pour terminer, Bernard, le choix des questions de téléfoot. Alors, question 1, quels sont les 3 meilleurs gardiens français dans l'ordre? Ou bien question 2, supportez-vous toujours les supporters du COP de Boulogne? La 2. Je vois pas pourquoi je ne supporterais pas les supporters de Boulogne ou d'Auteuil ou d'ailleurs, en fait. Le problème ne se pose pas réellement à ces termes. Mais ce que je ne supporte pas, en tous les cas, c'est d'être pris en otage. En fait. D'être pris en otage pour X raisons, et notamment par ce groupe de supporters qui voudraient qu'on intervienne un peu plus au niveau du procès de leurs camarades. Et je dis là non. Il y a une justice, et s'il y a une justice, c'est qu'il y a des lois, et tâchons de les respecter pour que les choses aillent le mieux possible. Et c'est pas à nous, joueurs, de prendre ce genre de décisions et ni de prendre parti, quoi, en fait. Bernard Lama est vraiment un super gardien, ce qui ne retire du reste absolument rien au mérite du Paris Saint-Germain cette année. Paris Saint-Germain, beau champion, rappelons-le, 27 matchs de championnat sans défaite, c'est le record de France de la spécialité. 37 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire avec la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Et on passe de mettre à mal un certain autre nombre de records cette saison. On fera le bilan, je crois, ce sera le 22, lorsque toute l'équipe du Paris Saint-Germain sera avec nous ici pour ce téléfoot. Cela dit, Pascal Pro, les autres matchs. Le Festival de Cannes avec quelques jours d'avance, ça a débuté vendredi sur la Croisette Cannes-Nantes, et après 30 minutes de jeu, il n'y avait pas pénalty sur Priou lorsque David Marot est sorti. Néanmoins, M. Pochard a signalé le pénalty. Après 30 minutes de jeu, Priou ouvre la marque. Cannes 1, Nantes 0. Les Nantais ont pris une volée vendredi soir et ça leur arrive peu souvent. Capou pour Mikou, c'est superbe. Après 34 minutes, Cannes mène 2-0. La défense nantaise prend l'eau à la 44e minute, superbe but. Il entrera peut-être dans le top but. Il est signé Priou, c'est le 17e cette saison de Priou. 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la 78e minute grâce à Sauvaget. Bravo l'AS Cannes, toujours en course pour la Coupe d'Europe. Et on l'a dit et répété, Lens, c'est l'équipe de la deuxième moitié du championnat. Mais Saint-Etienne ne fait pas de complexe. Et dès le début du match, Laurent Blanc, monté aux avant-postes, ça ne lui arrive pas trop souvent. Laurent Blanc ouvre la marque pour Saint-Etienne qui mène 1-0. Splendide égalisation de Valem, qui il y a quelques semaines avait failli devenir stéphanois, mais qui a re-signé à Lens. Il met les deux équipes à égalité et bientôt 2-1 pour l'équipe de Lens grâce à ce penalty marqué par Omambiik. Roger Boli, pardon. Et non, le voilà, le penalty marqué par Roger Boli. Le premier était marqué par Omambiik. Donc, non, c'est pas grave, mon petit Frédéric. 3-1 en tout cas, c'est l'essentiel, c'est le score final. Attention, Martigues est en blanc. Et Martigues inquiète Pérez. C'est la première occasion de cette partie. Colo toujours pour Martigues face à Bordeaux. Et ça frôle le but de Pérez. Nous sommes cette fois en deuxième mi-temps avec Dugarry pour Lizarazu. Et puis encore une occasion, la dernière, Dib qui tente un petit lob et c'est Pounevaci qui a mis en corner. Score final 0-0. Metz-Strasbourg, alors que les deux buts étaient bien marqués par Roger Boli, que je prie de bien vouloir m'excuser. Celui-là, il est marqué par Hughes et il donne l'avantage à Strasbourg, à Metz. Metz
qui va se ruer à l'assaut, obtenir à son tour un pénalty transformé par Zitelli, un but partout. L'autre jour, c'était Séchec qui était en plein boom. Là, c'est Zitelli, puisque Zitelli va marquer les 2 buts de son équipe de Metz, qui termine, ma foi, fort bien sa saison et qui va l'emporter sur le score de 2-1, malgré des performances tout à fait extraordinaires dans les buts de Strasbourg de Sylvain Sanson. Mais ce soir-là, c'est-à-dire hier, Metz était plus fort. Deuxième but de Zitelli et 2-1 pour les Messins. Il y aurait même pu y en avoir un troisième, mais le poteau ne l'a pas voulu. Angers face à Montpellier, 40e minute, 1-0 pour Angers, 9e but de Lagrange. Angers en blanc, Montpellier en bleu. Deuxième période, Sanchez, 64e minute, 1 but partout. 6e but de Sanchez. Montpellier domine cette fin de match. Ali Carté sur la droite, en retrait, l'arme absolue, bien sûr, de la tête. Carotti, 69e minute, 2-1 pour Montpellier. Ce n'est pas terminé. Montpellier 3-1, Rizzetto, comme à l'entraînement. Enfin, le dernier but, toujours signé Lagrange pour Angers. Montpellier s'impose donc en Anjou, 3-2 malgré ce 10e but de Lagrange. Lyon-Lille, c'était un peu le match de la dernière chance pour les Lyonnais, mais les Lyonnais ont touché du bois à l'occasion de cette rencontre et ils n'ont pas réussi à mettre à mal la robuste défense lilloise et son gardien de but Jean-Claude Nadon. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a déjà eu 2 poteaux, il y en aura 2 autres aux grandes dames de Jean Tigana. C'est un petit peu la répétition de ce qu'aura été la saison de Lyon cette année. Beaucoup d'occasions, peu de buts, mais déjà Lyon par rapport aux autres saisons a redressé la tête. Là, le résultat était nul, 0-0. On termine là aussi par un 0-0, cette fois au Stade Bonal. Sochaux reçoit Caen. Pascal Nouma a tiré à côté des buts de Cassard. Bel arrêt de Dutruel. Nous sommes cette fois en deuxième mi-temps. Superbe arrêt de Cassard. Le tir était de Nouma. Et puis encore une occasion de Nouma qui atterrit sur le poteau. Score final 0-0. Je vous donne les principaux matchs de la 37e journée, la prochaine, avec Bordeaux-Lens, Marseille-Martigues et Toulouse-Cannes, Thierry. Voilà, et un salut amical à un nouveau confrère avec 2 couvertures. Une est pour la Belgique, c'est pas celle de Cantona évidemment, c'est celle de Goethal. Ça s'appelle Football International. Ça paraîtra tous les mois et c'est notre ami Alain Hazard qui en est le rédacteur en chef. On laisse maintenant passer une deuxième page de pub avec un petit plaisir. Le petit plaisir s'appelle Roger Boli. Pardon Roger pour les 2 pénaltys, je m'excuse humblement. Pour le plaisir, le deuxième but de Roger Boli. Pris un sandwich dans la surface de réparation, l'attaquant lensois obtient un pénalty. Dans l'accrochage, Boli s'est blessé, mais cela ne l'empêche pas de transformer le pénalty sur une jambe. Après avoir laissé des plumes sur cette action, Boli rejoindra tout de même son camp par la voie des airs. Le Paris Saint-Germain succède donc à l'Olympique de Marseille au palmarès du championnat de France de première division. Les Parisiens qui seront présents dans 2 mois maintenant aux États-Unis grâce à leurs 3 Brésiliens, Ricardo, Rai et Valdo. Sur le plan français, cette année, à Paris en tout cas, aura été l'année Ginola. L'affiche, et on n'a pas été déçus, Pascal Praud. Marseille jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine. L'UEFA l'a confirmé cette semaine. Auxerre, sauf catastrophe, sera également engagé dans cette Coupe d'Europe. Auxerre, Marseille, c'est l'affiche, c'était hier soir. À guichet fermé, il y avait du monde hier soir au stade de l'Abbé Deschamps, un peu moins de 20 000 personnes. Auxerre est toujours privé de Martigny, ce pour de longues semaines. C'est donc Charbonnier qui joue dans les buts. Marseille sans Bogossian et sans Rui Baroche. Le premier corner de la partie est tiré par Vairua. Au deuxième poteau, il y a Sylvestre pour une première tête. Il y avait également Boli, plus Verlat. Le dernier mot, non pas à Sylvestre, mais aux défenseurs de l'OM. Ancienne Auxerrois, comme Dutuel et Prunier. Il s'agit bien sûr de Basile Boli. C'était en tout cas la première occasion dangereuse de cette partie après une dizaine de minutes. Mahé
pour une domination territoriale auxerroise en ce début de rencontre. Martins, Guerrero, faute de Prunier sur Baticle. Monsieur Poulain a signifié un coup franc à un peu plus de 20 mètres. Nous jouons la 19e minute. Barthez demande un mur à 5 joueurs. Le spécialiste des coups francs, Martins, du pied droit. Et but! But de Corentin Martins. Il surprend Fabien Barthez, mais on va le voir au ralenti avec ces images de François-Charles Bidot. En fait, ce ballon est dévié de la tête par Angloma. Voilà. Et c'est ce qui a surpris Fabien Barthez, qui par ailleurs était bien parti. Imparable. 10e but de la saison de Corentin Martins. Auxerre mène 1-0. Anderson, pressé par son garde du corps. Goma, Coquard a récupéré. Baticle dans la surface. Superbe arrêt de Barthez, mais bon match de Gérald Baticle, l'avant-centre de la GIA. 39e minute, réaction marseillaise avec ce coup franc de Dimeco Mahé en corner. Il avait peut-être d'autres solutions, Stéphane Mahé. En tout cas, le corner va être tiré par Daniel Dutuel au premier poteau voleur. Anderson! Et but d'Anderson. C'est le 15e en 18 journées. Corner de Dutuel, comme à l'entraînement, au premier poteau, on cherche voleur. Et au centre, il y a Anderson. Et à l'origine de ce but, un corner qui était peut-être évitable. Peu avant la mi-temps, l'OM est donc revenu. Et l'OM domine cette fin de première période. Angloma. Ballon au millimètre, amorti de la poitrine d'Anderson dans la surface. Et quelle parade de Charbonnier à s'en manger le maillot. Superbe arrêt de Lionel Charbonnier. Anderson ne marquera pas son 16e but en 18 rencontres. C'est une moyenne quasi parfaite. Giroud revient sur le banc pour la deuxième mi-temps. A noter que Bernard Tapie n'était pas au stade hier soir. Et c'est donc reparti avec Martins. Vairua 100 à l'heure en ce début de deuxième mi-temps. Il est passé Vairua. Deschamps, Martins. De nouveau Vairua, reprise. Barthez s'est couché. Pascal Vairua a un bon match hier soir, comme l'ensemble de cette équipe auxerroise et comme l'ensemble des 22 acteurs. Mahé a donné à Vairua. Baticle dans la surface. Penalty. Faute de Prunier, signifié par Monsieur Poulain. Penalty indiscutable. Monsieur Poulain qui arrêtera bientôt sa carrière, précisément à la fin de la saison. Très bon arbitre. Vairua à la transformation. Auxerre mène 2 buts à 1. 9e but de la saison de Pascal Vairua. Mais on ne va pas en finir avec ce score. Corner de Stojkovic entré en jeu en deuxième mi-temps. Dimeco, voleur et but. Mais Monsieur Poulain lève le bras. Voleur était hors jeu et si lui ne l'était pas, ses camarades l'étaient sans doute. Il y avait Anderson, il y avait Dutuel, il y avait Prunier. 3 hors jeu sans doute. Monsieur Poulain a donc eu raison de ne pas accorder ce but. Stojkovic, ballon perdu. Récupération auxerroise avec Guerrero pour Martins. Il a le champ. Martins à 100 à l'heure est revenu. Jocelyn Angloma. Il avait poussé ce ballon en corner. Bon retour d'Angloma. 82e minute. Dutuel. Henry. Deschamps. Ballon pour Boli à la limite du hors-jeu. Il est passé Boli. Et but. Égalisation marseillaise. Et regardez où il va Boli. Il court, il court, il court. Mais où vas-tu Basile? Il va s'arrêter devant le banc de Giroud. C'est son 3e but à Boli depuis le début de la saison. Les adultes sont des ingrats, Guy. Et oui, à quoi pense Giroud durant ces quelques secondes? La vie est dure. Le petit Basile, arrivé si jeune. Marseille est donc revenu au score. 2 buts partout, ce sera le score final d'un superbe match, du rythme, des occasions, des buts.
Le dernier, le voici. Et on termine avec un festival Giroud très tendu, comme toujours, pour un match qui valait l'Europe. Fin du match, tous les joueurs marseillais ont donné leur maillot à la colonie de leurs supporters. Et on va écouter Giroud pour une réaction. Nous avons vu une très très belle équipe de Marseille, dynamisée sans doute par l'air du pays que retrouvaient nos anciens jeunes. Et nous avons eu le mérite d'abord de nous élever presque à leur hauteur, ensuite de mener 2 fois la marque. Et nous avons marqué nos limites en nous faisant remonter 2 fois. Basile, quand il est arrivé, sa mère m'a dit attention, il est sournois. Moi, je suis plus gentil que ça, je dis il est facétieux. Et puis nous en resterons là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous allez saluer sur le banc de touche? Je vais lui dire d'abord merci. Et je vais lui dire me voici encore. Et que je resterai toujours le même, quoi, en fait. Voilà. Formidable match. Et on en vient donc au classement après cette journée. Et on va voir que grâce au but de Ricardo, eh bien, le Paris Saint-Germain réalise une saison formidable. Paris champion, 22e victoire. Et les équipiers de Le Guen n'ont perdu que 3 fois à Bordeaux, à Marseille, à Nantes. 55 points pour le moment. Le record du nombre de points sera sûrement battu. Oui, et puis c'est un classique ce but. Corner Valdo et tête Ricardo. En 2e division, il n'y a pas eu de grands changements non plus. Rennes a gagné, Bastia a gagné, Nice a été tenu en échec par Paris. C'est la mauvaise surprise, mais les 3 premiers, ceux qui vont monter, restent tous les 3 aux premières places de la Super D2. La réponse de la question Minitel, nous la voyons tout de suite avec une forte majorité dégagée. Oui, vous êtes partisans qu'on rejoue les matchs quand la télé s'en mêle. Oui, à 80%, c'est très significatif. Bien, et nous allons terminer donc ensemble cette émission, messieurs, en vous rappelant qu'il y aura mercredi encore une belle journée de football sur TF1. Oui, belle soirée de football sur TF1 avec le quart de finale qui n'a pas encore été joué, qui opposera au stade Vélodrome l'Olympique de Marseille à Montpellier. Ça devrait donner lieu à un superbe match qui sera dirigé, je crois, par Monsieur Quignou. Monsieur Quignou, sûr. Il y aura ensuite le tirage au sort des demi-finales. Le tirage se fera moitié à Paris, moitié à Marseille, puisqu'il y aura forcément un des demi-finalistes qui sera à Marseille. Et ensuite, en différé, la finale de la Coupe des Coupes entre les Italiens de Parme et les vainqueurs du Paris Saint-Germain, les Anglais, les Londoniens d'Arsenal. Ce sera à Copenhague, en compagnie de Frédéric Jaillant et d'Hervé Matou. Bref, une somptueuse soirée à ne pas manquer mercredi prochain sur TF1. Merci de nous avoir fait confiance, merci de nous avoir suivis. Excusez-nous pour les toutes petites imperfections de cette émission et à dimanche prochain. Au revoir. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir.